ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis. À ces remerciements, je vais l'ensemble des candidats à cette élection et tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République. C'est également l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes équipes, le QG de campagne et le directoire de campagne, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens élevé de responsabilité. Je remercie enfin tous les acteurs impliqués pour cette belle réussite collective qui témoigne de la maturité de notre processus de gouvernance participative. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations, d'ici et de la diaspora, à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils pour bâtir ensemble un avenir prospère. L'année 2026 qui s'ouvre sera celle du travail, de la rigueur, de l'unité et de l'espoir ensemble. Nous écrirons une nouvelle page de notre histoire au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Nous sommes de retour sur ce plateau spécial investiture prestation de serment du président de la République, la 5e République. On me regarde. Donc, on a suivi tout à l'heure la proclamation des résultats par le premier président, le président de la Cour suprême, donc, qui tient lieu de Cour constitutionnelle. Et la première adresse de l'élu, du président élu, et on disait que comme pour conjurer le démon de la division, le président a refusé le triomphalisme dès sa première prise de parole. Pour le président Mamadi Doumbouya, c'est la Guinée qui gagne. Donc la proclamation des résultats et puis la première déclaration du président Mamadi Trouakaba. On le sait que la DG, l'organe qui a géré ce processus-là, ne pouvait rendre que des résultats provisoires. Et face à ces résultats provisoires, les candidats sont dans leur droit de contester ou d'être d'accord. Oui, parce que souvent, on a comme l'impression que les gens s'attendent toujours à des contestations. La contestation, est un droit, mais aussi l'acceptation des résultats provisoires en est un autre. Donc, on ne peut pas imposer à un candidat que coûte que coûte, il faut que vous trouviez des irrégularités, il faut que vous rentrez en contention. Non, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que la Cour suprême a été saisie des résultats provisoires venant de la DG, parce que c'est ce qu'indique la procédure. La Direction générale des élections doit transmettre ces résultats provisoires à la Cour suprême. Heureusement que la Cour suprême, elle aussi, avait déployé ses propres agents, ses observateurs, à l'effet de comparer les arguments, les arguments que les candidats vont alléguer. Elle aussi, elle a ses propres dossiers. Mais la grande surprise a été que aucun candidat au finish n'a contesté la régularité des opérations électorales. Parce que, comme cela a été dit dans l'arrêt, un seul candidat qui avait contesté, mais après qui s'est désisté. Et à l'époque, moi, j'ai accordé des interviews en disant qu'il est dans son droit. Ne voyez pas ce désistement comme si c'est ci ou ça, il n'y a rien à dire. C'était un droit. L'exercice d'un droit est une faculté. Si vous voulez, vous l'exercez. Si vous voulez, vous l'abandonnez. Et il avait au préalable introduit une requête. Et après, il a retiré sa requête, ce qui est de son plein droit. Et donc,
finalement, la Cour suprême n'avait plus vraiment de fil de grain à moudre. De grain à moudre, c'est merci pour l'expression. La Cour suprême n'avait pas de grandes choses à faire. Et tout au moins, on a vu que l'arrêt était très bien structuré. Je suis passé par la Cour constitutionnelle. Je suis directeur adjoint des études et de la recherche de la Cour constitutionnelle pendant des années. Donc, l'arrêt, quand je l'ai vu, il est bien structuré. Et au finish, la Cour n'avait que confirmé, si cela était possible, réajuster les résultats provisoires tels que programmés par la DGE. Donc, on note de bout en bout que le processus a été conforme aux dispositions de l'article 57 de la Constitution. Parce que là, l'occasion aussi est opportune d'interpeller, même si ce n'est pas l'objectif, mais c'est une occasion opportune, d'interpeller quand même sur la cohérence de certaines dispositions du Code électoral à la Constitution. Quand vous prenez les articles 144, 145, 146, 147, 148 du Code électoral, ce sont ces articles-là qui encadrent le contentieux pour l'élection du président de la République. Mais quand même, il y a un spécifiquement, hein? Oui, mais spécifiquement. Qui encadre spécifiquement le contentieux de l'élection du président de la République. Mais quand même, il y a une certaine incohérence entre ces dispositions de ces articles-là et l'article 57 de la Constitution. Ça, il faut noter de passage. On peut comprendre que, comme on dit, dans le feu de l'action, le texte peut être révisé après. Dans le feu de l'action, des erreurs ont pu peut-être se glisser. Ça arrive. Parce que l'article 57 prévoit que le contentieux, pour introduire la requête, les candidats disposent de 72 heures à compter de la première totalisation des résultats provisoires. 72 heures. Alors que les articles 144 et suivants du Code électoral parlent de 8 jours. Oui, donc il y a ce petit décalage-là qui nécessite ce toilettage du Code électoral pour qu'il soit conforme à la Constitution. Parce qu'en la matière, il n'y a pas de débat. La Constitution est la norme suprême. Donc, je vois que sur cet aspect-là, c'est bon. Maintenant, le message du président. Le message du président. Le candidat qui a été élu. Vraiment, il faut reconnaître son immunité. Oui, sa hauteur. Oui, tout à fait. Il aurait été d'autres, ils pouvaient clamer fort et fort leur victoire, mettre en exergue tout. Mais avec humilité, avec hauteur, avec responsabilité, il a salué ceux qui ont voté pour lui, mais ceux qui n'ont pas aussi voté pour lui. Parce qu'à partir de là, il est président de tous les Guinéens. Pas que des militants qui l'ont accordé leur suffrage, mais l'ensemble des Guinéens. Ou des sympathisants, puisqu'il n'a pour le moment pas de parti politique. Ou des sympathisants. Oui, c'est un candidat. C'est un aspect important. Oui, tout à fait. Il fut un candidat indépendant. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas sous le dictat d'une organisation politique. Et cela lui donne une marge de manœuvre. Ou d'un bureau politique. C'est la liberté d'action quand même. Et donc,
pour reprendre l'expression de mon collègue Maître Kaba. Voilà quelques petites observations que je voulais faire. Oui, Alpha. Oui, sur la proclamation de résultats, à mon avis, il y avait peu de suspense, vu que la majorité des candidats avaient salué et surtout que les résultats provisoires avaient été déjà donnés. Et même nous, en tant que simples citoyens, on a observé que ça s'était globalement bien déroulé, les rapports et tout ce qui pouvait attester cela. Donc il y avait peu de doute, à mon avis, que la Cour suprême, que la Cour constitutionnelle, Cour suprême, puisse dire autre chose que de confirmer tout cela. Mais quand on a la confiance de plus de 4 millions de Guinéens quand même sur 6, à un moment donné, il n'y a plus besoin de faire un discours triomphaliste. L'humilité doit nous habiter parce que tout ce beau monde-là, imaginez quand vous rassemblez 4 millions de personnes sur une place, c'est même impossible. C'est pour vous dire combien c'est parfois gratifiant de voir que tout ce beau monde-là te porte confiance pour conduire les destinées de la Guinée pour les 7 années à venir. Donc, à mon avis, cette humilité-là, elle était tout à fait naturelle et elle exprime aussi la nature de l'homme, qui est le candidat Mamadi Doumbouya, qui a en toute humilité, remercier ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté. Et c'est le moment d'arrêter ces adversités. C'est normal qu'il y ait quelques... et il a même appelé les autres candidats à rejoindre le mouvement. Absolument. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une seule Guinée. Je crois que toutes les forces, de toutes les intelligences et de tous les Guinéens pour pouvoir réussir cette mission. Oui, Mamadi Terna, par rapport... On a quand même noté que, Kaba le rappelait tout à l'heure, que la Cour suprême avait 3 possibilités. Soit confirmer les résultats qui ont été publiés par la DGE, soit les infirmer ou les modifier. Oui, tout à fait. Et je pense qu'au niveau du taux de participation, c'est ce qui est arrivé. Parce que le taux de participation a été modifié de 80,95% publié par la DGE. On est allé maintenant à 82,8%. Oui, tout à fait. Donc, cette modification a été apportée au niveau du taux de participation, sinon tout le reste. Et ce sont des chiffres qui ont été confirmés sans changement. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans le discours du président élu, il a mis l'accent sur 2 aspects qui ne sont pas aujourd'hui à négliger en Guinée. C'est d'abord la rigueur dans la gestion de l'État et le travail. Il a dit que son mandat, 2026 d'abord, sera un mandat de rigueur et de travail. Et c'est ce que les Guinéens attendent aujourd'hui de leurs dirigeants. Parce que le choix des hommes, parfois, pose problème, il faut le dire, sujet à polémique. Ça pose énormément de problèmes. Et aujourd'hui, ceux qui sont à la tâche, ceux qui sont commis à certaines responsabilités, les actes qu'ils posent sur le terrain sont parfois contestés ou ceux qui sont insuffisants. Ou insuffisants. Donc il y a énormément de choses à dire. Par contre, il y en a qui aussi ont vraiment mouillé le maillot. Il y en a aussi qui ont mouillé le maillot. Qui sont vraiment des mauvais élèves et il faut faire la part des choses. Et je pense qu'en fixant le cap pour dire que 2026 sera une année de travail et de rigueur. Et c'est ce qu'on attend quand même du président élu. Et je pense que si la parole, et l'acte suit la parole, je pense que ça fera du bien à énormément de Guinéens. Oui, tout à fait. Oui, Mamadi Troa. J'ajouterais à tout ce que vient de dire, c'est que la Cour suprême, qui aujourd'hui, on ne cessera pas de rappeler, qui assure ou qui exerce les attributions de la Cour constitutionnelle, qui pour le moment n'est pas installée, et qui a donc proclamé les résultats définitifs à travers son arrêt. C'est devant cette même Cour suprême que la prestation de serment aujourd'hui sera... tout à fait. C'est elle qui représente le peuple. Le peuple, oui. Et c'est le président élu sera invité à lever sa main. C'est elle qui va recevoir le serment. Et donner lecture au contenu des dispositions de l'article 59 de la Constitution. Oui, tout à fait. Ce qui va donc constituer le serment. Et comme on l'a dit au début, cette prestation de serment est l'élément central dans l'investiture. Si l'investiture est un ensemble d'événements, si c'est le global, dans cet ensemble-là, l'étape cruciale, l'élément fondamental, c'est bien la prestation de serment du président de la République élu. Et à partir de cette prestation de serment,
le mandat commence à courir. Comme on dit, le compte à rebours est lancé. Et on va compter jour par jour jusqu'à atteindre les 7 ans qui constituent le mandat, la mandature du président élu. Et vous voyez, le prochain président doit lui aussi prêter serment la fin exacte du mandat du président en fonction. Donc le constituant, encore une fois, doit être salué quant à la capacité de prévoyance de tous ces aspects. Parce qu'en droit, généralement, les questions de délai posent problème. Et quand on n'est pas minutieux sur le calcul des délais, ça pose des problèmes. Et donc, le prochain président, après les 7 années, si c'est lui-même qui succède à lui, donc un renouvellement de mandat, il doit prêter le prochain serment le jour de l'expiration du mandat du mandat en cours. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à noter positivement. Maintenant, par rapport, la Constitution a été par rapport aux institutions reconnues par la nouvelle Constitution, il y a plein qui ne pourront pas voir le jour à naissance, comment on appelle ça, du Sénat. Les textes organiques aussi. Non, pas les textes organiques. Je ne suis pas en train de parler trop des textes organiques. Je parle des institutions elles-mêmes. Par exemple, l'OTIGE et tout le reste. On a dit qu'il faut que le Sénat soit en place. Or, l'Assemblée d'abord. L'Assemblée n'est pas trop liée à d'autres choses. L'Assemblée peut être en place. Mais ce qui est plus compliqué, c'est la mise en place du Sénat. Parce que le Sénat, il y a une partie qui vient des élus locaux. Des conseils communaux et des conseils régionaux. Tout à fait. Qui élisent une partie des sénateurs. Il y a 2 tiers. Voilà, les 2 tiers. Il y a 2 tiers des Donc, sénateurs. ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de mettre en place le Sénat sans avoir fait d'abord les élections locales. Oui. Voilà. Oui. Au-delà des élections législatives. En réalité, non, pas forcément, parce que oui, on va laisser le juriste se prononcer et puis après on va amender. En effet, après la présidentielle, l'élection à venir, c'est l'élection législative. Oui, moi je n'ai pas trop de problème avec ça. Oui, tout à fait. Et ces élections législatives peuvent être couplées aux élections communales. C'est ça. Ça, c'est des questions opérationnelles. Il n'y a pas moyen d'installer le Sénat sans les élections communales. Il faut d'abord que les élections législatives soient... après on va te donner la parole. La place de l'Assemblée dans l'architecture, dans l'architecture institutionnelle de l'État est tellement importante, cette place, que l'Assemblée doit être vraiment la chambre qui crédibilise même le régime et la gouvernance. Oui, tout à fait. Donc les hommes et les femmes qui doivent être des députés à l'Assemblée doivent être ces citoyens et citoyennes qui ont de la compétence et qui ne seront pas là seulement que pour lever la main, mais qui peuvent étudier les dossiers, d'où le choix, qui peuvent apporter d'où le choix, d'où les choix qui doivent être faits. Le profil des hommes, il faut que ce soit des compétents. Parce que, tenez-vous bien, le regard des investisseurs étrangers, le regard du monde étranger est porté sur la qualité des hommes et femmes qui doivent siéger à l'Assemblée nationale. Et puis on ne vient pas à l'hémicycle pour dormir dans les bancs arrière. C'est l'Assemblée nationale, c'est elle qui va étudier les textes. Et donc, à partir de là, l'extérieur peut se dire, est-ce que nous sommes assurés, est-ce que nos investissements... Non, mais elle n'est plus seule dans ce rôle. On a une chambre bicamérale. Oui, ça, l'Assemblée est bicamérale. Les deux chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais entre les deux, comme je l'ai dit, la mise en place de l'Assemblée est un préalable. Parce qu'après que l'Assemblée soit mise en place, de passage, les 2 tiers des membres de l'Assemblée doivent être élus au scrutin majoritaire, uninominal ou plurinominal. C'est qu'on a inversé, la méthode. Et le tiers est élu suivant la liste nationale à la représentation proportionnelle. Oui, tout à fait. Donc, ça donne au total, il y a 147 députés qui doivent être élus. Ça dit qu'il faut que le député ait un ancrage. Tout à fait. Il faut qu'il ait un ancrage dans les territoires. Ça donne combien vous voulez dans les territoires. Si vous voulez, les 5 pour le moment, le découpage n'est pas... il y aura 147 députés. 147 députés. Oui, tout à fait. Les 2 tiers des 147, ça doit faire quelque chose de 98. Les 98 doivent être élus suivant le scrutin majoritaire, uninominal ou plurinominal. C'est que, conformément à la démographie d'une circonscription électorale, le nombre de députés peut être de 1 à 5. Ça varie de 1 à 5. Conformément à la démographie. Et ça, on tiendra compte des statistiques
du RGPH4. licenciement. Du licenciement général. RGPH4. Ça, maintenant, le tiers doit être élu suivant le scrutin de liste national à la représentation proportionnelle. C'est-à-dire que là, tous les Guinéens votent pour une liste. Ça, liste. Si c'est un parti, si c'est un candidat, il soumet une liste. Donc ça, les autres, ils sont obligés d'aller chercher les voix à l'intérieur du pays, dans chaque circonscription. Très bien. Les 49 sur la liste nationale et les 98 sur la liste majoritaire. Oui, professeur Malade. Je voulais juste applaudir la question que vous avez soulevée sur le Sénat. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est plus ou moins connu en République de Guinée. Mais la notion de Sénat est quelque chose qui n'est pas très connu en Guinée. Oui, tout à fait. Et vous avez bien fait de soulever ça. Et c'est à ce niveau-là, si j'avais un appel à faire aux différents décideurs, acteurs, aux différents décideurs, c'est de mobiliser le peuple de Guinée pour une bonne compréhension de ce que nous appellerons ici le Sénat, le rôle et responsabilité, la manière de mettre le Sénat en place. Oui, parce que même dans certaines procédures de nomination, l'avis du Sénat est requis. Absolument. Il y a certains hauts fonctionnaires dont la nomination facultative. Comme le doyen rappelait, le Sénat, il y aura 81 membres au Sénat. 81 membres. Les 2 tiers des membres du Sénat seront élus par les conseils communaux et les conseils régionaux. Et comment la répartition va être faite? C'est que pour sa circonscription électorale, dans les 33 préfectures et les 13 communes de la zone spéciale de Conakry, un sénateur. Oui. Pour les 7 régions administratives et la zone spéciale de Conakry, un sénateur par région administrative. Donc, ce qui fera les 7 ajoutés aux 33, ça donne déjà les 40. Oui, tout à fait. Les 13 de Conakry, plus le sénateur de la zone spéciale de Conakry, les 14. Donc, on ajoute les 14 aux 40. 54. Oui. Les 54 qui constituent les 2 tiers des membres, donc des sénateurs, seront élus par les conseillers communaux et les conseils régionaux. Le tiers maintenant des sénateurs, je crois que c'est les 27, ce tiers sera choisi par le président de la République parmi les personnes et les cadres qui se sont montrés compétents dans un domaine. Les organisations socio-professionnelles représentatives. Donc le choix devrait être fait parmi ces membres-là. Parce que là, le Sénat devient la chambre représentative des collectivités. Si l'Assemblée est la chambre représentative du peuple, le Sénat devient la chambre représentative des collectivités. À l'image d'un État fédéral. Où on voit aux États-Unis, la chambre des représentants représente le peuple américain et le Sénat représente les États fédérés. Les États fédérés qui se sont associés pour donner naissance à la fédération. Chacun de ces États a un représentant au Congrès qui constitue le Sénat. Oui, Mamadou Alpha. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que quand je disais pas forcément, on a trouvé quand même moyen de donner quitus à des candidats indépendants, par exemple, à travers ces collectivités-là. L'idéal serait qu'on aille vers ces élections, peut-être couplées, ça permettrait d'aller beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. Mais voilà, on n'a pas envie d'aller vite, on a envie d'aller sûrement. Et on verra ce qui pourrait mieux aller avec les contextes qui vont arriver pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Oui, tout à fait. Oui, Mamadi Terna. Oui, moi j'ai plutôt une inquiétude que
Voilà, chers invités, on a suivi tout à l'heure donc l'expert de la grande chancellerie qui nous expliquait un peu toute la décoration que le président de la République va recevoir aujourd'hui. Et puis à la suite de cette image, on a vu aussi dans des pays amis qui honorent la Guinée par leur présence à cette grandiose cérémonie que nous allons organiser. On a un peu vu dans l'ordre le président Kagame, le président Paul Kagame qui est arrivé, qui a été reçu par le Premier ministre. Oui, il y a le président de la Gambie. De la Gambie. Il y a Adama Barrow qui est actuellement là. Oh, il y a également Gabonais, Oligui Nguema, et le président mauritanien. Oligui Nguema et le président mauritanien Mohamed. Voilà, comme il le voit maintenant à l'antenne. Là, c'est le président rwandais. Paul Kagame. Très habitué à la Guinée. Voilà, maintenant, très habitué. Très habitué. Il a été reçu, je crois, à l'aéroport par le Premier ministre Amadou Riba. Et là, c'est le président gambien, Adama Barrow, que le Premier ministre reçoit aussi. Ils viennent honorer la Guinée. Oui, vous voulez dire peut-être deux mots par rapport à... Bon, peut-être un mot, moi j'ai envie de saluer la sortie du chancelier pour nous montrer que rien n'a été négligé durant cette cérémonie. Les institutions politiques doivent être confirmées par l'existence des symboles de l'État. Les symboles de l'État, je vais rentrer peut-être anormalement sur le terrain des juristes, moi je les trouve comme des intangibilités du pouvoir. Ce sont des choses que nous devons connaître et des choses sur lesquelles on ne doit pas blaguer. Et le corps, il nous a décrit la signification de chacun de ces symboles, la manière de les porter, quand est-ce qu'il faut les porter, et à cela s'ajoute à tous les niveaux, on voit l'emblème, la couleur nationale. Et j'ai toujours insisté sur la couleur nationale, comment il est disposé, l'emblème, comment il est disposé, c'est de la gauche à droite. Et ensuite, le drapeau ne doit pas être, si vous voulez, modifié. Le drapeau guinéen ne doit pas être modifié. Et généralement et souvent, on voit le drapeau qui n'est vraiment pas le drapeau guinéen. Je me rappelle, j'ai vu quelque part le drapeau guinéen peint. On voit le rouge, une petite bande noire, le jaune, une petite bande noire, le vert. Le drapeau guinéen ne doit pas être modifié pour quelque raison que cela ne soit, à moins que c'est l'Assemblée nationale qui en décide autrement. Oui, Maurice Troy. Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est une cérémonie solennelle. Et cette cérémonie solennelle il y a plusieurs séquences, plusieurs étapes. L'une des étapes, c'est bien cette décoration-là. L'élu doit recevoir des symboles de la République. Et même la prestation des artistes, c'est aussi une autre étape. Et donc, ce qu'on a vu là est fondamental. Montrer aux Guinéens, aux concitoyens, comment ces symboles-là doivent être portés. Et ça y va de l'image de la République. Oui, tout à fait. Mais je profite de l'occasion là pour interpeller afin que cet enseignement ne soit pas seulement qu'à l'occasion des cérémonies officielles. Exactement. Que cet enseignement soit depuis les écoles primaires. Depuis même la famille. Oui, bon, comme l'école de la République. Que l'école de la République prenne en charge cet enseignement-là. Que les enfants grandissent avec ça. Je ne vous coupe pas, mais les images qui sont en train de voir actuellement, c'est l'arrivée des délégations des pays amis et des institutions internationales. Très bien. Bien. Donc, ça fera vraiment, ça fera une économie. C'est que quand les enfants grandissent avec ça, et on n'aura plus besoin. Et ça même, il va du patriotisme. Oui, tout à fait. Le patriotisme, c'est-à-dire quand on voit le drapeau national, quand on entend l'hymne, le chant là, c'est un chant patriotique. On doit avoir de la chair de poule quand on entend l'hymne cantonais. Donc, que cet enseignement-là soit vraiment dans des écoles et que les... Il y a une chose, l'école doit servir pas que pour l'éducation. Pas que pour la formation, mais pour l'éducation. Parce qu'un enfant qui n'a pas fait le rang devant les salles de classe ne fera pas le rang quand il est devant un arrêt de bus, quand il est devant une pharmacie, quand il est devant un service public. Donc il faut que l'éducation là soit depuis l'enfance. C'est fondamental. Maintenant, l'arrivée des officiels que nous voyons là, pour moi, montre la santé
de nos relations avec nos partenaires, avec le monde extérieur. Voir que l'investiture, les présidents des pays amis honorent leur présence à l'occasion de cette cérémonie officielle solennelle, ça démontre l'excellence des relations que notre État entretient avec les autres États. Oui, Mamadou Alpha. Oui, moi je voulais dire au-delà de tout ce qu'on a vu de symbolique, ça montre quand même que lorsqu'on est président élu, c'est différent de toute autre forme d'autorité suprême. D'où le terme peuple souverain de Guinée. Quand c'est le peuple qui te donne le quitus, le mandat, ça n'a rien à voir avec toute autre forme de gestion. Sur l'arrivée des différentes délégations, il faut savoir que aujourd'hui la Guinée est un pays qui va compter dans les 50, peut-être même les 100 prochaines années, dans la sphère économique, on va dire même minière, et bien d'autres secteurs. Même aujourd'hui, militairement, la Guinée est en train de remonter en puissance, parce que même hier, moi, je voyais encore des hélicos militaires sur Conakry. On sent quand même cette fibre patriotique. C'était le 12 octobre 2022, 2022-2023, le défilé militaire qu'on a vu. Non, c'est en 2024. C'est juste 2024 là qu'on a vu un défilé extraordinaire avec beaucoup de blindés. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que tous ces pays-là aujourd'hui ne viennent pas forcément parce que nous sommes très beaux, c'est parce que la Guinée est en train de devenir un acteur incontournable dans la sous-région, au niveau africain et même au niveau mondial. Si vous voyez toutes ces puissances, la Chine par exemple qui sollicite un partenariat stratégique avec la Guinée, ça veut dire qu'aujourd'hui les grands du monde veulent bien aller avec nous, et c'est à des occasions comme ça qu'il faut montrer que oui, nous sommes vos amis, nous sommes à vos côtés, et ce balai diplomatique aussi prouve une santé diplomatique de la Guinée qui est retrouvée. Depuis 2021, il y a eu une offensive diplomatique extraordinaire, des ambassades qui ont été ouvertes dans certains pays, et des ambassades d'autres pays aussi qui ont pu ouvrir leur ambassade en Guinée. Ça prouve aujourd'hui que la Guinée est en train de compter sur la scène internationale. Et les gens viennent parce que nous ne sommes plus des petits dans cette arène-là. Dans l'arène. Voilà. Oui, Mamadi Terna. Oui, c'est quand même une dizaine de chefs d'État qui sont annoncés pour cette investiture. C'est vrai que la nuit, il y a 4 chefs d'État qui ont passé la nuit ici, et ce qui n'est pas négligé. D'autres vont faire un aller-retour aujourd'hui. Il y a des vice-présidents aussi qui sont là. Il y a des vice-présidents de certains pays qui sont là. Il y a des présidents des parlements qui sont là, comme le Togo et bien d'autres pays. Mais il y a également des ministres qui représentent certains États. Beaucoup l'ont évoqué. Ça prouve aujourd'hui la bonne santé diplomatique qu'on a, parce que moi, je l'ai une fois dit à Maurice Sanda qu'il a quand même réussi une chose d'extraordinaire, c'est le fait de normaliser une situation anormale. Parce que pendant cette transition, on a connu pas moins de 100 diplomates que la Guinée a reçus et qu'on a envoyés à l'extérieur. Parce que nous, à notre niveau, on a pu nommer plus de 40 diplomates à l'international. Et il y a au moins une cinquantaine d'ambassadeurs qui sont venus pendant cette période de transition en Guinée. Ça veut dire qu'en dépit de la transition, le pays n'est pas resté fermé. Le pays s'est ouvert au monde, et ça fait qu'aujourd'hui, on nous retourne l'ascenseur, parce qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie solennelle de prestation de serment du président élu, et il y a un déferlement de personnalités, de chefs d'État sur Conakry. C'est tant mieux, ça veut dire que nous devons continuer dans cette dynamique. La diplomatie, elle se porte de plus en plus mieux. Et sans compter que la Guinée, Alpha l'a évoqué, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique économique qui est à saluer, avec le méga projet Simandou, tout ce que ça représente au monde entier aujourd'hui, parce que nous avons quand même la plus grande réserve mondiale du fer, ce qui n'est pas à négliger. On a tendance à oublier la bauxite depuis un certain moment. Oui, parce que le fer nous fait oublier la bauxite aujourd'hui. Donc ça fait que la bauxite, ça n'a jamais baissé. D'ailleurs, on ouvre des raffineries, on est en train de lancer des raffineries. On aura l'occasion tout à l'heure dans les perspectives. Je crois qu'il faut laisser peut-être... On va légèrement laisser le plateau. Quand c'est un jeune de Kitia qui oublie l'or aussi. Je ne sais pas s'ils sont prêts maintenant. Les langues nationales n'ont qu'à se préparer. Ils vont prendre l'antenne en attendant que les choses ne se mettent en place définitivement au stade général Lansana Conté de Nongo. Donc, oui, Mamadi 3. On va revenir sur les grands chantiers, les grandes transformations au niveau
au niveau minier, au niveau des infrastructures, etc. etc. Oui, Mamadi 3. Vous savez, la Guinée, historiquement, a toujours été un pays panafricain, un pays qui s'est battu pour les autres, pour même leur indépendance. Oui, tout à fait. Ça, on se souvient quand même de le premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, que Dieu ait son âme. Amin. Tout le combat qu'il a mené pour l'Afrique, et pour la décolonisation, Parfois pour très loin de nos l'indépendance, frontières même. voilà, pour l'indépendance des autres États africains. Donc ça, c'est le propre du Guinéen. Et aujourd'hui, on se réjouit de voir que les autres États nous retournent cette reconnaissance-là, en acceptant de venir prendre part
Est-ce que ça va? Doumbouya, vive Doumbouya! On peut faire du bruit pour Djekoria Fanta, s'il vous plaît, public. Nous sommes plus de 50 000 personnes dans le stade Nangan. C'est un record. Et ça s'applaudit. Poursuivons donc avec Mamadou Lelouma. Merci, merci à Mamadou Lelouma. Oh! Poursuivons avec Doubou Style.